Pas tous les experts comptables, en fait, sont bons dans l'IMO, tu vois. Il ne faut pas prendre comme parent d'évangile tout ce que dit l'expert comptable. Tu demandes comment investir à ton comptable, à ton notaire, à ton banquier et à un agent IMO, tu auras 4 réponses différentes, en fait. Vous voulez des choses qui soient simples pour vous, l'expert comptable, il va faire des choses qui sont simples pour lui aussi. On est en train de parler de cash, tout simplement. Ça n'existe pas, une école pour être chef d'entreprise. Est-ce que t'arrêtes vraiment ? Non. Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionnés d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Là, ça a l'air pro, il y a des câbles, des prises et tout. Ça... On commence à se mettre bien. On va mettre ça comme description, ça a l'air pour il y a des câbles. Ouais. Il y a plein de fils noirs au sol. C'est forcément sérieux. C'est carré. C'est ça. Tu renchaînes juste après là Le travail Ouais, déjà un bon sandwich la cour et après, après travailler quand même. Ouais. Est-ce que t'arrêtes vraiment ? Non. Non, parce que je pense quand t'es chef d'entreprise, t'arrêtes jamais. Mais on kiffe. On prend du plaisir à faire le job régulièrement, quoi. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de faire des pauses. Ah ouais. Donc dans ma gestion du temps, tu vois, elle est asynchrone. Voilà. Tu passes une partie de la journée à traiter les clients, tu passes une partie de ta journée à t'occuper de ton foyer, tu passes une partie de ta journée à aller sur des nouveaux projets. Et je pense que la saisie des temps, d'ailleurs, c'est un élément essentiel. Comme ça, on arrive à savoir sur chacune des bulles combien on capitalise du temps là-dessus. Est-ce qu'on fait de l'action, est-ce qu'on fait de la réaction ou est-ce qu'on fait de l'anticipation ? Ouais, ok. Tu vois un petit peu ? Si celui qui a vraiment du temps à être comptable de son temps, ce qui serait peut-être une opportunité, peut-être il pourrait un petit peu colorier ce temps-là et se dire qu'est-ce que je fais ? Et je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais en tout cas, le mien, c'est que dans chaque journée, il y aura toujours une dose de travail. Je pourrais être par exemple sur une sortie moto, être calé dans une station-service, attendre que les copains ils arrivent, parce que je suis forcément plus rapide, et que je regarde des mails et que je vais répondre à des gens. Heureusement qu'il y a l'outil différer l'envoi pour que ça fasse sérieux d'envoyer le lundi à 8h00. Ouais. Mais en fait, la vérité, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà envoyé des devis sur des pistes de ski. Ouais. Voilà. Ouais. Au même titre que j'ai déjà travaillé pendant un mariage, peut-être même pendant le mien. Mais... ah oui, c'est public ça. Ouais, non on dira pas, on sélectionnera. Il est au courant Voilà. qu'il n'y a pas de cut ou quoi? C'est ça. Ouais, noter, non. En vrai, moi, non, pas du tout. Après, je sais pas pour Charlie, mais moi, j'ai besoin de moments de break, en fait. Sinon, j'ai l'impression que mon cerveau n'est pas... Il n'y a pas d'attaque, en fait, tu vois. En fait, j'ai pas ce truc-là de « Ah ouais, telle idée ou tel truc où faut que je mette ça en place, faut que je réussisse ça, faut que j'avance. » À un moment donné, j'ai l'impression juste, c'est un marathon, je m'épuise et j'ai besoin d'un moment de break où il se passe rien du tout. Ouais, en fait. je suis d'accord avec toi. Moi, je suis assez d'accord dans le sens où j'ai pas l'impression de travailler. Donc, du coup, en fait, quand les gens me disent ah bah tiens, trop bien, t'as un week-end par exemple de dispo, ou là, par exemple, tu vois, je pars en métropole pour me former la semaine prochaine. Ah bah trop bien, tu vas pouvoir dormir dans l'avion et tout ça. Mais pour moi, ce temps-là, bien sûr que non, que je vais pas dormir. Enfin, si, bien sûr, je vais dormir, mais je vais mettre un max de temps. Je sais déjà ce que je vais faire, tu vois. J'ai déjà des to-do de trucs où en plus, t'es off, il y a pas de réseau, pas d'appel, pas de distraction. Et je sais déjà que je vais bosser. Mais les gens ne comprennent pas parce que pour eux, c'est du travail, alors que pour nous, c'est du plaisir, tu vois. Ouais. Et est-ce que quand tu sors de cet avion, c'est que tu as 11 heures de déconnexion, que tu as ta to-do list avec 4 ou 5 trucs, est-ce que quand tu arrives, en général, c'est exactement ton temps, c'est passé exactement de la manière dont tu l'avais prévu? Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais, moi je travaille sous forme de to-do et après, des to-do sont disséqués et après j'ai des priorités. Donc en gros, si dans ma to-do, j'analyse qu'aujourd'hui je dois avoir ces 3 priorités-là de fait en premier dans ma journée, bah du coup forcément ça c'est sûr que c'est fait. Il y a pas de. Alors après, comme tu dis, la notion de temps, des fois tu as une mission qui peut paraître anodine et faire peu de temps et finalement on prend plus de temps. Ouais. Mais en général, ces 3 missions-là, c'est ma priorité. Je commence pas ma journée tant que c'est pas terminé. Ouais, je vois un petit peu l'idée. Et du coup, ça permet d'épurer la to-do et ça permet surtout de se focaliser sur les priorités dès le départ avant d'avoir tout le brouhaha des clients, des collaborateurs, de tout ce qu'il peut avoir à côté, des mails. Après, je trouve que toi, tu as une bonne gestion de ton planning, tu vois, dans le sens où... En fait, moi, quand j'ai un truc en tête, il faut que je fasse. Genre, je suis en mode à 200%, tu vois, mais littéralement, je suis vraiment... et je fais des journées, en fait... tu vois, tant que j'ai pas fini le truc, il faut que j'avance dessus. Donc, des fois, je commence à 4h30 le matin, je finis à 22h sur ma journée. Et du coup, après, je suis lessivé, j'ai plus envie...
de rien, tu vois. Je suis plus dans le rush, en fait, où j'ai besoin de tout compresser dans une période très très courte. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que je m'épuise et j'ai besoin d'un break où il se passe rien, tu vois. Ouais, bah, l'équilibre, elle est important. Je compresse tout, en fait, dans un temps, il faut que je fasse le maximum de trucs. Par contre, j'ai des périodes d'hyper-focus où j'arrive à rester littéralement concentré, mais longtemps, quoi, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de rester concentré 2 ou 3 heures d'affilée, tu vois. Okay. Où là, je suis à fond dedans. En général, personne ne fait ça, tu vois. Tu vois, après, du coup, après ça, je pète un câble. ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, on a admettons qu'on ait 3 profils différents. Un profil, tu vois, de planification, d'organisation, un profil d'intensité, et je ne sais pas si je devrais prendre un 3e profil, ce serait peut-être un profil peut-être d'urgence. Voyons les choses comme ça. Moi, la chose que je constate, je le vois notamment dans notre cabinet d'expertise comptable, c'est qu'on a des clients qui répondent à cette matrice-là, on a des collaborateurs qui répondent à cette matrice-là, et on a des technicités qui répondent à cette matrice-là. Mon gros challenge, c'est de faire connecter justement ces différentes philosophies, cette manière de travailler, par rapport pour que ça puisse fitter au plus possible entre ces 3 alignements-là. Okay. Un client, tu vois, qui aime prendre son temps, qui a besoin ou qui a un projet qui prend son temps, que le client aussi est du genre à anticiper, et qu'il y a le collaborateur qui matche avec ça. Nickel. Ouais. Et ça fait vraiment une relation. Ouais. À l'inverse, quand on a un client, par exemple, pressé, qui veut travailler sur un sujet d'une technicité qui nécessite une prise de recul, et que lui, le collaborateur, il est plus à gérer les urgences, on sent que ça n'arrive pas à câbler de partout. Et c'est là où il y a besoin d'un support managérial qui soit plus fort pour essayer de faire aligner les planètes. Ouais. Tu as déjà fait Enneagramme, Profil Disque, Processcom, tout ça ? J'en ai fait cette semaine. Okay. J'ai découvert cette semaine et j'ai fait mon Enneagramme, j'ai fait celui de ma femme, j'ai fait celui d'un couple d'amis. Ouais. Et j'adore le concept. Ça, c'est marrant aussi, les différents profils et comment tu les fais travailler ensemble par rapport à tes collaborateurs, par rapport aux clients et par rapport aux demandes. Et même la formation des équipes. Tu ne mets pas que des mêmes profils dans une équipe, tu vas diversifier un petit peu pour avoir cette force-là de diversité. Oui, exactement. Ouais. En fonction du Walt Disney que tu choisis, ça définit comment tu vas manager tes équipes. Si on m'avait dit ça quand j'avais 5 ans et demi, c'est quoi ça? Dans les néagrammes, quand tu fais le test, à un moment, il te dit... pour le test que j'ai fait, en tout cas. Ok, moi, je l'ai pas fait. Tu vois, pas de cette manière-là, peut-être. Mais moi, quand je l'ai fait, en gros, il fallait que tu définisses quel film te correspond le mieux. Pas se louper, hein. T'as le choix entre Hercule, Bernard et Bianca. Bambi. Ouais, exactement. Et tu sais que sans le savoir, bon, je sais pas pourquoi je sors ça maintenant, mais on parle d'organisation, on parle d'urgence et tout. Et tu sais que quand on a fait le premier After Work ensemble, on était au téléphone et je me disais, bon, Benjamin, donc ouais, tu bosses à fond. En plus, t'es toujours partout. On doit sur LinkedIn, sur tous les événements. T'es président de machin, t'es adjoint de truc, t'es trésorier de truc. Tu te dis, mais comment il fait quoi? Le gars a plusieurs journées en une, quoi. Ouais. Et je t'appelle pour cette After Work là. Et tu me dis, ouais, trop bonne idée, vas-y, on y va. Quand est-ce qu'on fait ça? Et moi, dans ma tête, c'était une proposition, tu vois. Donc, du coup, j'allais mettre ça dans ma to-do, de préparer, de machin. Tu m'as dit, le 28, t'es dispo? Ouais. J'ai dit ouais, et j'ai compris comment tu faisais en fait. C'est que c'est action-réaction, quoi. Il n'y a pas de friction à se dire pourquoi on ne calerait pas la date maintenant. Et ça, maintenant, je le fais. Parce que si on avait pris mon modèle, je t'aurais dit, vas-y, on le fait. Ok, pas de souci, je vais réfléchir à une date. Ça serait dans ma to-do avec tous les autres rendez-vous que je dois prendre. Parmi aussi ceux, ça c'était vraiment important et urgent, parmi tous ceux que je veux aussi pas prendre et que je laisse dans ma to-do parce que j'ai pas le temps de les prendre, là du coup on l'a calé direct. Du coup ça s'est fait, ça s'est super bien passé. Et au moins c'était action-réaction, quoi. Ouais. Et du coup j'ai commencé à comprendre comment tu faisais. En fait c'est juste, y a pas de friction. Allez, posons le truc maintenant. Ouais, c'est ça. Je fonctionne à l'échéance, moi. J'ai beau essayer de fonctionner à la planification, j'ai une planification, mais au final il faut que dans une to-do list, faut que j'arrive à trouver l'échéance. Sinon, mon moteur, il marche pas. Ah ouais. Alors, attention, ça veut pas dire que je fonctionne au coup de pied au cul. Ça veut pas dire que quelqu'un qui veut bosser avec moi, il faut que c'est celui qui gueule le plus fort qui va obtenir ce qu'il veut. Mais c'est celui qui me présente, à moi, comme à mes équipes, on essaie d'homogénéiser ces pratiques-là, qui me présente, tu vois, le facteur impact-résultat, en clair, ou effort-résultat, le plus probant, pour lequel on va mettre vraiment une grosse louche là-dessus. À l'inverse, on est là aussi peut-être pour un peu se mettre à nu, quoi, et parler de ses défauts. Le défaut que ça peut engendrer, pour ma part, c'est que si j'arrive pas à répondre un peu à mon canevas 3Q de OCP,
c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est combien, c'est pourquoi, c'est comment. Si j'arrive pas à répondre moi-même à ces questions simples, moi j'ai du mal à avancer. Exemple, organiser un anniversaire. En général, tu connais ta date d'anniversaire. Ça fait rire. Tu sais que ça va être telle date. Tu sais que tu aimerais qu'il y ait telle personne qui soit là. Tu sais que tu aimerais le faire dans telle thématique. Par contre, tu sais pas où et tu sais pas quel budget et tu as 2 ou 3 trucs comme ça. Bah, moi, ça m'arrive que pour inviter les gars à ma fête d'anniversaire, je m'y prends 5-10 jours avant. Parce que, tu vois, j'avais un petit peu ce blocage-là en me disant je veux passer à l'action et à la réaction. Donc l'apprentissage que moi je fais et que j'invite les gens à faire, c'est de se dire faut admettre en fait que tu arrives avec ta matrice qui n'est pas complétée. Et donc ça peut donner des save the date en disant c'est telle date, j'aimerais que tu viennes. Le thème, je sais pas, il y aura du vert, on se démerdera après. Au final ça donne un thème définitif. Et l'endroit, je sais pas trop, je te tiens au courant. Ouais, c'est un peu comme si tu prends en date, en fait, tu mets ça en action. Mais tu sais que sur la partie Imomana, nous, on a mis ça en place sur les process, tu vois. En gros, une fois qu'il y a un projet qui est lancé, on sait qu'on a tant de jours pour faire passer l'artisan, parce que du coup, on a tant de jours avant que le compromis soit signé, tu vois. Donc, on a vraiment ce truc-là on a déjà un canevas défini, faut qu'on rentre dedans, en fait, et on organise les trucs à ce moment-là, tu vois, sur la partie process. Mais finalement, toi, c'est ton... J'allais dire, t'as pas le choix, mais finalement, en tant qu'expert comptable, c'est un peu ta valeur de référence aussi, le temps, en fait. Qu'est-ce que vend un expert comptable ? Il vend sa disponibilité du temps, il vend son assurance également. Et je pense que beaucoup de professionnels aussi qui vendent, qui ont une prestation, notamment la prestation de service, on vend du temps, on vend de l'assurance. Et ne pas mal interpréter ce que je dis, on vend de la confiance. Si on vend de la confiance, c'est de se dire passe avec moi, ce sera plus vite, ou tu sais que tu peux déléguer la responsabilité. Et effectivement, chez Vine Expertise, notre méthode de travail, c'est de saisir ces temps. Parce qu'au final, c'est ce qui va impacter le budget de la mission. Alors que peut-être que vous fonctionnez plus au résultat, non ? Comment vous le verrez, en fait, votre métrique de travail ou votre métrique de valorisation ? Très bonne question. Nous, si tu veux... bien évidemment, nous on est en forme de forfaitaire forfaitaire sur certains budgets et on va être en pourcentage sur le reste. Donc nous en fait on a fait ce travail-là en amont. On sait qu'en moyenne, par exemple, une décoratrice pour un studio va travailler tant de temps. On sait que le monteur de meubles va travailler tant de temps. Donc en fait on a effectivement chiffré cette valeur temps et on l'a intégré dans notre plan tarifaire. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Mais derrière aujourd'hui on peut rentrer dans tous les détails, mais pour moi, en tant que gérant, pour choper vraiment la bonne rentabilité, j'ai besoin d'être ultra précis sur le temps passé par projet pour voir aussi des projets sur lesquels on dépasse et pouvoir réajuster. Par exemple, une maison, des fois, où on se dit, tiens, il y a un T5 et un T2, c'est comme si on avait finalement un T5 et un T2. Finalement, c'est beaucoup plus lourd que ça, puisqu'il y a tout un ensemble à prendre en compte et on va passer beaucoup plus de temps. Donc, sur les gros projets, par exemple, des fois, on fait à la carte. On ne fait pas forcément le forfait qui était prévu au départ. Ouais, d'accord. On adapte, en fait, en fonction de justement un peu le côté particularité, difficulté du projet, on va adapter la tarification. Tu vois, sur cette valeur temps-là, moi, ce qui m'impressionne, c'est que nous, en interne, on a nos décoratrices, on a nos techniciens, on a les artisans qui passent du temps, tu vois, sur un projet pour faire la rénovation, pour faire toute la partie en décoration. Et quand je vois tout le temps cumulé que ça prend, il y a des gens... des particuliers qui font des projets eux-mêmes qui nous disent ça va aller vite ça. Mais comment en fait tu peux caler tout ce temps-là toi mais uniquement à faire le week-end etc. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des studios et ça dure un an et demi en travaux, tu vois. Voilà. Parce qu'ils sous-estiment en fait cette valeur temps-là en fait, tu vois. Ma femme est infirmière libérale et elle m'avait posé la question, elle m'a dit est-ce que tu connais ta valeur à l'heure ? Est-ce que tu sais combien tu rapportes à l'heure ? Si effectivement tu prends ta valorisation horaire, donc par rapport à un contrat de travail, c'est très facile à la calculer et à faire son ratio. Et là, tu te poses des questions en se disant, est-ce que je prends un jardinier ou est-ce que je le fais moi-même ? Est-ce que je délègue ? Ou est-ce que je délègue ? Est-ce que je passe par un agent immobilier ou est-ce que je passe par une société qui va participer à l'aménagement ou est-ce que je le fais moi-même ? De ce fait, sans vouloir être clivant, je comprends des raisonnements un peu homo economicus où on se dit je vais le faire par moi-même. Mais en fait, c'est vrai qu'effectivement, pour nous qui participons à des prévisionnels, on se rend compte qu'il y a une donnée qui est totalement biaisée.
c'est l'étalement. Ouais. Et comme tu le dis, Ouais, comme vous le dites tous les deux, ça prend 1 an et demi pour le faire. Ouais, mais quand moi je pose ces chiffres-là dans un prévis, je me rends compte que c'est 1 an et demi de CA qui n'est pas réalisé. Ah ouais, C'est 1 an et demi d'échéance qui n'est pas commencé. Ouais. Et puis C'est surtout. un loyer que tu touches pas, par exemple. Ouais. Et puis sur un aspect politique, fiscal et social, c'est 1 an et demi d'incertitude sur les changements sociaux et fiscaux. On voit que certains groupements économiques ou certaines métriques, comme l'évolution du CAC 40, évoluent par rapport à un quinquennat. C'est normal. Parce que y a ces gens qui ont cette finesse-là de se dire j'évolue dans un secteur d'activité qui va pouvoir fondamentalement changer, qui va pouvoir, qui va devoir s'ajuster en fonction des applications de la politique en place. À une plus petite échelle, à l'échelle d'un studio de centre-ville, ça a quand même son incidence. On a vu sur l'actuel MNP, on le voit sur la déductibilité des charges, on le voit sur des niches qui au final deviennent des grottes. Façon de dire, il n'y a pas d'issue. Et je pense que les gens devraient comprendre le fait que passer par un prestataire, c'est aussi aller de l'avant très rapidement parce que l'environnement est figé aujourd'hui, il ne le sera pas demain. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour aller un peu plus sur des chiffres sur les mots. Sur un studio, c'est 1 an de loyer qui rentre pas quand tu fais tes travaux toi-même. Et finalement, quand tu calcules ce que tu aurais pu gagner, l'amortissement que tu aurais pu avoir, la plupart des gens en fait se rendent compte après coup que ça aurait été plus simple de payer un artisan. Et le pire, c'est que souvent ils nous le disent. Hein. Le pire, c'est que nous on a des gens où ils hésitaient, ils nous disaient, je sais pas, d'une maison à l'entre-deux. Il hésitait. Le mec, il hésitait et tout. Est-ce qu'il passe par nous ou pas? Je crois qu'il a même signé un papier ou je sais pas quoi. Il était prêt vraiment à le faire. Et après, il a dit, allez, laisse tomber. C'est quoi? Je vais le faire moi-même. Et il avait même été jusqu'à, je crois, payer un CDD ou un gars pour le remplacer à son taf. Ah oui. Mais là, on met beaucoup en valeur le facteur temps, mais tu as aussi le facteur, tu as l'expertise et le résultat derrière. Tu vois. Si tu dépenses plus de temps qu'un pro parce que tu as moins l'habitude de le faire et qu'en plus le résultat n'est pas à la hauteur, écoute, tu as tout posé. Quoi. Et il est revenu nous dire enfin, c'était un bordel monstre, c'est un métier en fait. En fait, en gros, c'est une maison sur l'entre-deux, il y avait beaucoup de travaux à faire, tu vois. Et il se tâtait à faire, justement, à dépenser l'argent, à faire passer un artisan ou faire les trucs lui-même, tu vois. Parce qu'il m'a dit qu'il est un peu bricoleur, etc. Bon, bref. Et finalement, en fait, il a préféré faire les travaux lui-même en achetant lui-même, sachant que du coup, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Tu vois, c'est un souci. Les assurances ne suivent pas sur plein de postes. Pareil au niveau des banques, en fait, il y a des éléments qui ne passent pas. Donc, il a dû sûrement en fait, payer des trucs lui-même. Parce que quand tu fais toi-même, tu ne peux pas faire une facture à la banque. Quoi, tu vois. Et la banque, sur un primo, elle débloque que sur facture. Tu vas pouvoir débloquer la fourniture, mais pas la main-d'œuvre. C'est ça. Donc, pas de main-d'œuvre, pas de garantie. Et en plus, il a embauché quelqu'un dans son taf pour pouvoir le remplacer. En fait, quand tu fais le calcul, c'est pas rentable ton truc là à la fin. Tu n'as pas de garantie, ta banque te finance pas, tu prends du temps et ça coûte plus cher. Ne blâmons pas cette personne parce que, à la différence d'autres, il a agi. Il a agi et il a appris. Il a agi, il a appris. C'est ça. Pour notre métier, en tout cas, nous, c'est des profils qu'on apprécie parce que c'est des gens qui ont de l'expérience. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont de la bouteille. Après, petite bouteille cassée, code Portello ou champagne 3 litres. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui prend son expérience et qui, de ce fait, nous, on a cet échange-là parce qu'on comprend mieux la valorisation de l'expertise lorsque on a été confronté à l'absence d'expertise. Et c'est un point qui permet de sécuriser, dans un aspect macro, ça permet de sécuriser l'économie. C'est d'ailleurs, ça a donné d'ailleurs l'importance à des métiers financiers comme l'audit, le commissariat aux comptes. C'est bien un métier d'une personne qui va venir en organisme indépendant et entre deux parties prenantes, de se dire la société se présente de telle manière et fonctionne comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux... pour revenir un peu à la base, tu vois, pour les gens en fait, qui ne savent pas forcément comment ça se passe. Quand tu fais un projet IMO, tu as des factures, tu as de l'amortissement à faire. Donc, ça, les gens ne savent pas, mais il faut que tu fasses appel à un comptable. Tu vois, parce que tu ne peux pas toi-même en fait, amortir tes propres charges en fait, sur un projet IMO. Et je voulais juste savoir, pour revenir un petit peu à la base, sur un comptable, est-ce que, comme les notaires, en tant que comptable, tu es censé être compétent dans tous les domaines? Oui, je comprends. Est-ce que tu as ce truc-là, d'obligation, entre guillemets? Non. Au même titre qu'on n'est pas obligé d'accepter toutes les demandes.
Déjà, donc, on est dans une relation commerciale. Sur un métier qui est encadré par des ordonnances, par une ordonnance et par un ordre professionnel. Cet ordre professionnel, il nous oblige à nous former et à maintenir un niveau de compétence suffisant pour réaliser les missions. Il nous interdit d'accepter des missions pour lesquelles on n'a pas la compétence, pour lesquelles on pourrait présenter un danger manifeste pour le client ou pour sa prestation. De ce fait, nous avons des experts comptables et des commissaires aux comptes qui sont généralistes. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le tout venant. Et on a des experts comptables, des commissaires aux comptes ou des métiers connexes, DAF externalisé, contrôleur de gestion, fiscalistes, qui eux développent la spécialisation. Quand on prend le cas de l'immobilier, on a l'impression que l'immobilier c'est déjà une spécialisation. Mais en fait, je pense que vous le savez tous les deux que pas du tout. Parce que dedans, on a l'immobilier en fonction du type de montage, en fonction de son déclaratif, en fonction de sa taille, en fonction de son positionnement géographique, en fonction du montant financé et en fonction aussi du type de financement. Pour ce type de financement, non, il n'y a pas que l'emprunt. On peut faire appel à des actionnaires, on peut faire appel à du subventionnement, on peut faire appel à du private equity ou on peut faire de la pierre-papier en SCPI. Et donc, un expert comptable généraliste, comme c'est le cas de Vine Expertise aujourd'hui, le temps qu'on crée plusieurs bulles de spécialisation, nous, en tant que généralistes et en tant que la volonté d'être référent sur l'immobilier, ça veut dire qu'on connaît la palette de couleurs. On sait comment recommander un client sur telle et telle chose. Après, forcément, on peut arriver à des limitations sur une partie de montage, sur une partie fiscale. Le gros avantage, c'est de se dire, est-ce que ce cabinet-là avec lequel vous faites affaire, est-ce que justement c'est un cabinet d'affaires ? Est-ce qu'il a cette logique cabinet d'affaires ? C'est pas un terme, c'est pas une marque déposée, cabinet d'affaires, mais c'est une logique de se dire, je vais faire appel à des partenaires ou je vais faire appel à des outils qui me permettent justement d'aller au bout de cette prestation, quitte à ce que ce soit pas moi qui la fasse. Auquel cas, le client, il est accompagné. Certes, les rails y sont posés. Certes, ce ne sera pas nos rails. Ce ne sera pas nous qui allons apporter toute la solution. Mais en tout cas, il y a une continuité de service qui fait que nous, notre source d'information, qui est la compta, vraiment la ligne comptable, les déclarations qui s'en suivent, on va pouvoir les mener jusqu'au bout. Oui, donc en fait, tu as toujours quelqu'un en fait, dont tu sais que c'est un peu le data ou l'expertise et tu te dis, écoute, nous, on va te recommander en fait, cette personne-là qui va aller en fait, te répondre à ton besoin à ce sujet-là. Et ok, ça marche. En fait, je te posais cette question-là parce que nous, on a remarqué que naturellement, pas tous les experts comptables en fait, sont bons dans l'IMO. Tu vois. Et il y a des retours de personnes parfois, de clients, de prospects en fait, qui nous font dire, nous, en fait, ou ma phrase c'est chelou là. On a des retours parfois de clients, de prospects qui nous disent, l'expert comptable m'a recommandé de faire ça. Et nous, on fait les calculs, on poste tout. Je dis, mais c'est pas rentable ton truc là. Enfin, c'est pas. En fait, même si on a un œil en fait sur globalement, tu vois, sur toutes ces stratégies là, on n'est pas que dans le meublé et le reste, on sait pas ce qui se passe, tu vois. Nous, on propose ça, mais on est au courant de comment ça se passe en fait sur la partie neuve, etc. Le montage en SCI, tout ce qui est possible. En fait, on a des idées là-dedans, tu vois. Et du coup, tu as parfois des comptables qui recommandent que cette stratégie-là, en fait, que eux connaissent. Bon, du coup, qui est intéressant pour lui, mais en fait, pour les clients, finalement, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Tu vois. Ça arrive. Et je capte le mot recommandation. Parce qu'un expert comptable peut faire des recommandations. Toutefois, cette recommandation n'est pas un conseil contractualisé. Et de ce fait, on peut admettre que le conseil n'est pas éclairé. Ça veut dire qu'il n'est pas assez holistique pour prendre toutes les particularités. Et dans le jargon, c'est un peu comme si on se dit c'est l'info posée sur le coin du bureau. Ça dépanne. Ça donne des pistes de réflexion. Et souvent, l'expert comptable généraliste le fait. Pour autant, il ne faut pas prendre comme parent d'évangile tout ce que dit l'expert comptable, parce que à partir du moment où il ne vous a pas proposé une prestation qui viendra encadrer ce conseil-là, c'est le champ des possibles. C'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres parce que ce qu'il vous dit ne prendra pas en considération les options et ne prendra pas en considération des expertises comme vous l'avez par exemple sur l'immobilier. De ce fait, il y a deux possibilités, il y a deux choix possibles. Alors, je ne vais pas faire mon Morpheus avec la pilule bleue et la pilule rouge, mais en clair, c'est soit il prend cette recommandation telle qu'elle, l'expert comptable, et il dit « vas-y, t'inquiète, c'est bon ».
il laisse la personne se faire son idée et elle va au bout. Bah, ça donne peut-être des personnes qui passent 1 an et demi à monter un studio eux-mêmes. Ou sinon, il donne la solution, que la solution elle vienne de lui ou elle vienne de quelqu'un d'autre. Il faut juste, pour aider un peu le client à détecter est-ce qu'il est dans quelle des deux situations il se confronte, la première recommandation que moi je donnerais, c'est de proposer au client en disant « Ok, est-ce que tu peux me faire une mission pour ça ?» Vous allez voir tout de suite quel est le niveau de tarification, mais aussi quel est le niveau de prestat qui sera par rapport à ça. Si on est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'il propose une mission, tout simplement vous demandez le niveau d'assurance là-dessus. Est-ce que c'est une mission qui a une assurance ? Alors, je sais que l'expert comptable vous dira non, il n'y a pas une mission d'assurance. Par contre, ça peut emmener à des missions d'assurance, comme un prévisionnel. Un prévisionnel, c'est une mission pour laquelle il y a une signature de l'expert comptable. Si le prévisionnel résulte du conseil qu'il vous a donné, ipso facto, le conseil est garanti. Vous voyez l'idée ? Ouais. Après, on revient un petit peu à ce que c'est ça que tu disais souvent, Charlie, c'est que tu investis dans l'IMO, si tu demandes comment investir à ton comptable, à ton notaire, à ton banquier et à un agent IMO, tu auras 4 réponses différentes en fait. C'est ça, j'ai en tête, quand j'étais courtier en prêt immobilier, un client qui arrive tout content, avec un dossier bien ficelé, il me dit c'est bon, je sors de chez mon expert comptable, voilà, en gros voilà ce que je veux faire, c'est comme ça que ça va se faire, etc. Et moi en tant que financier, donc c'est moi qui allais, pas prêter l'argent, mais trouver le financier. Son montage était parfait, c'était nickel. Il y avait, en gros, le but, lui, il voulait absolument pas payer d'impôts. Donc, il avait fait des montages, je sais plus c'était quoi exactement le montage. Je crois que c'était holding via SI, etc. Et je dis, mais moi, c'est infinançable, ça. Enfin, ou alors, si, ça va être finançable, mais en fait, il voulait le 25 ans sans apport. Mais moi, c'est du SILIS, donc crédit pro. Enfin, en tout cas, c'était du patrimonial. Si on a eu peut-être pu pouvoir le faire passer sur 20 ans. Mais en gros, ça va être du 15 ans ou 20 ans max pour les banques, voire certaines banques vont te le faire en taux pro, non pas en taux particulier. Donc en fait, après, j'ai compris que en fait, un investisseur, quand il veut se lancer, il faut qu'il aille chercher, qu'il soit à l'écoute de l'expert comptable, du notaire, du banquier, et éventuellement du gars qui fait la rénovation ou la décoration, mais que c'est à lui d'avoir d'aller chercher les bonnes informations et d'avoir après une solution qui résulte de tous les conseils qu'il a eus. Mais il ne peut pas se fier à une seule personne, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier meublé, où j'expliquais aux gens que je faisais du cash flow, que je ne payais pas d'impôts, etc., j'ai vu des regards de directeurs de banque de 20 ans de bouteilles qui faisaient de l'investissement immobilier dans des studios nus, qui eux se faisaient allumer par les impôts. Et que je me disais, je suis un menteur, quoi. C'était pas possible ce que je disais. Je pouvais pas avoir, je vais pas le répéter à chaque podcast, mais je pouvais pas avoir un crédit de 800 € avec 1600 € en face. C'était pas possible. Et du coup, si tu écoutes que ces gens-là, le banquier, pourtant, tu te dis, putain, le mec, 20 ans de banque, il est directeur depuis des années. S'il me donne un conseil sur l'investissement, il faut que je le suive. Et ben non, en fait. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir, en plus de l'expert comptable, du notaire et de tous ces experts-là, c'est d'avoir un investisseur qui a déjà fait, ou qui est déjà là où toi tu veux aller, qui te permet en fait, lui, d'avoir un peu toutes les informations et de te dire, c'est un peu moi le rôle, ce qu'on fait avec Immo Malin, c'est passer par l'investisseur en premier. Donc voilà, ta situation, elle est telle par rapport à ce projet-là. Par contre, tu as une autre situation qui est personnelle, professionnelle, que moi je ne connais pas et que voilà, je n'ai pas à avoir comme information. Va donner toutes ces informations-là à l'expert comptable avec ce que moi je t'ai donné pour ton projet immobilier. Et lui va te donner un peu la solution, va te faire une petite soupe avec ça, en disant oui, ce qu'il t'a dit l'investisseur c'est bien, mais attention, sur la partie pro, il y a ça. Donc en fait, l'expert va venir affiner. Mais c'est vrai que quand tu prends brut l'info d'une personne, alors je sais pas si toi tu es investisseur, donc toi c'est un peu différent, toi tu es investisseur à titre perso, donc tu pourrais très bien dire au client voilà, moi j'ai fait ça, donc du coup je sais comment ça va se passer, mais tu as sûrement des experts comptables qui sont pas investisseurs et qui vont avoir un peu le truc sur le papier, mais qui derrière sera pas forcément optimisé à 100% pour ce que le client veut, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de tout le marché. C'est ça, ils n'ont pas ce recul là, tu vois, et en fait et ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. C'est que si tu veux avoir une stratégie dans l'immobilier, il va falloir que tu te formes et que tu te renseignes et que tu apprennes en fait tout ce qui est possible et que tu trouves en fait ce qui est adapté pour toi. Tu vois. Nous, on a ce recul-là un peu, ou cette façon de fonctionner là en fait qui se rapproche de ce que tu fais. C'est quand quelqu'un nous appelle pour dire je vais investir dans l'immobilier, je vais pas lui dire ok, un studio sur Terre Sainte, tu peux en meubler. Je dis non, d'abord c'est quoi ton projet, pourquoi tu veux investir, tu vois. Parce que c'est déjà arrivé en fait où
il m'explique c'est quoi le projet. Et finalement, en fait, le résultat de ça, c'est que, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est l'investissement locatif en meublé. C'est du clé en main en meublé. C'est pas ce que tu cherches. Tu cherches à construire un immeuble neuf pour défiscaliser. Je sais pas, c'est pas ce qu'on va, nous, on va proposer, tu vois. En contact avec un tel et prends les infos avec lui, je pense que ça t'intéressera plus, tu vois. Et mais voilà, tu vois, c'est plutôt ce truc-là de pouvoir se renseigner soi-même, en fait, sur cette partie-là. Et après, tu vois, expert comptable, je trouve que c'est très opaque dans le sens où, actuellement, les gens savent pas, en fait, par exemple, dans le domaine immobilier, à quoi sert un expert comptable, tu vois. Tout le monde passe par un expert comptable, mais qu'est-ce que tu viens apporter, en fait, en tant qu'expert comptable sur... mettons, nous, on fait un projet en location meublée, il y a des travaux, il y a de l'amortissement à faire. Quel sera ton rôle, en fait, toi, en tant qu'expert comptable, dans un projet comme ça, par exemple? Je dirais qu'on pourrait le schématiser avec 3 niveaux. Le niveau 1, c'est sécuriser l'opération sur la partie déclarative. Donc sur la partie comptable, par conséquent la partie fiscale, et dans le cas où on a un recours à une rémunération de gérance ou du salariat, sur la partie sociale. Bon, sachant que si on joue sur les termes, le fiscal, par exemple sur une flat tax, il y a bien du fiscal et du social. Le niveau 2. Le niveau 2, c'est de la partie, je dirais, efficacité. On est plus efficace parce que l'expert comptable l'a déjà fait, donc il a cet effet de récurrence, il est outillé, il est documenté, il est staffé aussi pour le faire. Donc de ce fait, ça vous donne des éléments de garantie sur le délai, sur la qualité du traitement, sur le compte-rendu et sur par conséquent par la satisfaction. Là, pour préciser ce que tu dis, on parle de la déclaration, déclarer les chiffres. Donc le client vient de faire un investissement, donc il a des charges, il a des amortissements, il a des revenus. Voilà. Et c'est toi où tu vas vraiment, avec tous les éléments que tu viens de donner, pouvoir être le plus précis possible par rapport à si lui l'avait fait tout seul, où il aurait peut-être mis un peu n'importe où ou mal optimisé. Donc pour prendre cet exemple-là, on va dire que la colonne pour ce schéma en 3 parties, c'est la partie déductibilité des charges. Le niveau 1, c'est donne-moi tes charges, je comptabiliserai ce que je peux comptabiliser. Le niveau 2, c'est j'ai regardé un peu tes charges, j'ai constaté que c'est pas très clair de ce côté-là, on devrait explorer. Ou c'est dommage que cette facture-là, tu me donnes un bon de commande alors qu'on arrive sur la fin d'année, peut-être, au vu du résultat que j'attends, essaie de voir si tu peux avoir la facture définitive, voir la réception des matériaux pour faire passer sur cet exercice-là. Et de ce fait, limiter le frottement fiscal. Le niveau 3, ce serait sur une partie d'optimisation. L'optimisation, alors ça va au-delà de l'efficacité, comme j'ai dit tout à l'heure. L'optimisation, ça va être... écoute, je pense que tu devrais, au vu de ta situation, trouver un bien qui serait à tel montant par rapport à telle déclaration. Tu devrais le faire cette année. Peut-être que oui, c'est vrai que tu as un enfant. Tiens, sur ce bien-là, peut-être inclure l'enfant. On pourrait faire une SCI. Et donc, la partie de montage se construit. Donc les 3 quarts mènent au même résultat en soi. C'est juste au même résultat initial. Investir en sécurité. Il faut bien se prendre... peut-être se prendre une claque dans la tronche en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'investisseur, de se dire dans les 3 niveaux, c'est 50-50 en termes d'effort. L'expert comptable, vous voulez des choses qui soient simples pour vous, l'expert comptable, il va faire des choses qui sont simples pour lui aussi. Parce qu'il ne pourra pas inventer la poudre, la magie. Vous déposez des factures dans un drive, l'expert comptable les répond, vous n'êtes pas très demandeur et puis l'expert comptable pas trop non plus. Déclarativement, ça va être OK, il va signer, il y aura une assurance. Sur le niveau 2, vous allez avoir des échanges, un peu avant, un peu pendant, un peu après. On aura un suivi qui sera... Un échange qui sera plus alimenté pour qu'il y ait une meilleure compréhension des besoins. Comme tu le disais tout à l'heure, d'abord poser le cadre avant de le faire. Sur le niveau 3, on va être sur un niveau d'anticipation qui sera fort et on sera sur une stratégie plus long-termiste. C'est le cas, et moi je prends beaucoup de plaisir à le faire quand on sent ce feu sacré des gens ou parce qu'ils l'expriment, et de se dire, je suis dans une stratégie par exemple de montage de groupe, je veux commencer à poser les premières pièces à l'édifice, comment on fait ? Et l'éclosion à observer, elle est géniale. On voit vraiment la naissance du phénix où, pour prendre les cadrans du cash flow de Kiyosaki, on voit le passage. Les experts comptables qui ont beaucoup d'années d'ancienneté,
disent qu'ils accompagnent des générations. Ouais. Oui. Ça doit être tellement beau en fait d'avoir une prestation et une présence qui fait qu'on intervient familialement sur plusieurs générations. Ça doit être génial. Mais bon, on est peut-être trop jeune encore pour avoir cette chance-là. Tu sais ça, mais nous en vrai, et je reviens sur ce truc-là de passage à l'action, tu vois. On a des clients qu'on a accompagnés qui sont passés à l'action, qui ne sont pas posés beaucoup de questions, tu vois. Donc, sur le papier, c'est rentable. Le secteur est porteur, le projet correspond à ce que je cherche, allons, tu vois. Et ceux qui passent à l'action, en général, ils sont en 3-4 ans, ils sont à 2, 3, 4 biens, quoi. Contrairement à d'autres qui, en 5 ans, ont pris un bien alors qu'ils ont les moyens de prendre, tu vois. Après, il y en a qui sont bookés, qui ne peuvent pas, donc ça, c'est une autre histoire. Mais quand tu peux, mais que la seule raison pour laquelle tu n'as pas plusieurs projets, c'est parce que tu n'es pas passé à l'action, en fait. On voit un peu la différence. Où est-ce que je vais aller avec ça, moi, sur le passage à l'action? Moi, je peux rebondir sur... nous, en live, les clients, des fois, nous disent ah bon, un expert comptable pour un LMNP ou même pour une... Enfin, SCILS, je crois que tu es obligé, SCILS, d'avoir un comptable. En fait, très, très exactement, tu n'es pas obligé d'avoir un expert comptable. Okay. Bon, sauf quelques cas particuliers, mais il est possible de faire tout soi-même. L'exposition est beaucoup plus forte, par contre, du fait de ce manque d'assurance. Mais partons du principe que c'est indispensable. Du coup, les clients nous disent des fois, ouais, mais attends, comment ça va me coûter, etc. Et en fait, quand tu fais le calcul, moi, ce que je leur explique, c'est que quand tu fais le calcul, finalement, déjà, les frais de l'expert comptable, ils sont déductibles de ton exercice. Et puis derrière, tous les petits tips qu'il va pouvoir t'apporter, tu vois, si tu le fais tout seul, tu vas prendre quoi? Ta peinture, donc déjà, une fois sur deux, tu te craques sur la durée d'amortissement parce que t'es pas expert là-dedans. Et puis, tu vas oublier de passer des charges. Et alors que l'expert comptable t'aurait dit, mais attends, mais ça, tu peux le passer dans ton activité, etc. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, fait qu'en fait, le conseil, en fait, l'expertise amortit largement le coût que va coûter l'expert comptable sur l'année. Et c'était pour compléter un petit peu tes niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Parce que les gens, ceux qui sont pas investis, qui n'ont pas la stratégie, savent pas, mais en fait, quand tu fais des travaux dans un projet, en fait, ou dans un projet immobilier, tu peux amortir les travaux. En fait, tu as des amortissements et des charges. Et sur les amortissements, en fonction des pauses de travaux, tu n'as pas la même durée. Donc, c'est vrai que du coup, les gens ne le savent pas forcément, tu vois, mais savoir quoi amortir, sous quelle durée. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un client qu'on a accompagné qui me disait les frais notaires, est-ce que je passe en amortissement ou en charge? Parce qu'il y avait le choix entre les deux, en fait. Oui. Et là, en fait, on est rentré dans une source de calcul de en fait, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on intègre un amortissement, est-ce qu'on passe en charge? Parce qu'une fois que tu passes en charge, tu ne peux pas passer en amortissement, tu vois. Ça, c'est le genre d'optimisation. Ça, c'est une super question pour aborder là maintenant. C'est qu'effectivement, quand on envoie les clients ou que le client a déjà son expert comptable, il nous rappelle en nous disant en gros, mon comptable me demande si frais d'agence, frais de notaire, je dois les passer en charge ou en amortissement. Ouais. Alors, moi, dans ma tête, encore une fois, je n'ai pas la visu globale de la situation du client, mais normalement, si le gars est célibataire, qu'il a juste un projet, etc., j'aurais tendance à dire passe-le en amortissement, quoi qu'il arrive, ce sera plus intéressant. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels ça serait plus intéressant de le passer tout en charge la première année? Oui, il y en a. Dans le cas notamment de l'investissement dans les bâtiments industriels, pour lequel, dans l'année des travaux, qui seront à la charge donc, du propriétaire, bailleur, vous recevez un pas de porte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une charge donc, vient diminuer le résultat comptable fiscal et donc va créer un déficit. Le truc, c'est que si on a un chiffre d'affaires en face, donc un gros chiffre d'affaires pour compenser ces grosses charges, là, ce ne serait pas intéressant ou pas pertinent justement d'avoir un décalage des amortissements parce qu'au final, on aura un impôt à payer. Pour ceux qui ont du mal un peu à suivre le niveau de discussion qu'on a sur la technicité, on est en train de parler de cash, tout simplement. On veut juste optimiser le cash. Ce n'est pas une question qu'on veut payer le moins d'impôts possible parce qu'au final, tout se régule. C'est qu'on veut sortir le moins de trésorerie possible. Donc, si on reçoit un pas de porte, 80 000 € pour un bâtiment industriel, et qu'en face, on aurait 80 ou 100 000 € de charges en face, oui, là, il n'y a pas à se prendre la tête. On le fait passer de la même année. Dans les autres cas, par exemple, sur du meublé, du meublé, c'est vrai qu'on a beaucoup d'arguments qui penchent sur le passage en amortissement. Ouais. Pourquoi? Parce que on est dans un business de continuité. On est sur du récurrent, donc revenu récurrent, pas forcément de saisonnalité, et puis en termes d'années.
Et puis, il y a un temps de démarrage. Donc, de ce fait, c'est plus cohérent de faire câbler les frais d'acquisition avec la détention qui serait sur le long terme. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment le cas. J'ai réfléchi, mais c'est vrai que dans l'immobilier, moi, j'ai pas d'exemple où tu as suffisamment de revenus la première année qui fait que tu as besoin d'augmenter les charges, en fait, en vrai. Ouais, non, puis du coup, c'est one shot, quoi. C'est une fois et terminé. Et du ça. coup, moi, j'ai envie de leur dire, quand ils me disent ça, mais c'est votre expert comptable qui est censé vous faire le calcul pour voir quel est le plus. Et du coup, je les renvoie vers l'expert comptable en leur expliquant juste ce qu'on vient de se dire là. C'est amortissement, tu vas pouvoir lisser, et là, tu passes tout en one shot. Mais du coup, le but étant d'effacer ou de limiter l'impact de la fiscalité sur les loyers, je pense que l'amortissement est, pour moi, dans quasiment 100% des cas. Encore une fois, il faut voir le truc dans sa globalité, mais. Il y aurait attention aussi, on n'a pas évoqué la fiscalité personnelle parce qu'on ne sait pas aussi si on veut faire un investissement de précipitation pour justement constater beaucoup de charges qui vont intervenir sur cet exercice-là et que dans la remontée de la fiscalité personnelle, ça tombe bien. Si vous faites un gros leverage dans le terme du salariat, vous percevez une très grosse prime ou on est dans un cas que malheureusement je ne pourrais pas m'étendre sur ce sujet, mais dans le cas des successions, ou d'un revenu en fait nouveau, par contre là ça irait. Ça irait dans ce sens-là. Et on dit oui, on peut le renvoyer par l'expert comptable. Attention toutefois à se dire, est-ce qu'il a pris la mission, on va dire dans le jargon niveau 2, qui serait par exemple un prévisionnel, ou de prendre aussi la mission de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, la mission IRPP, qui fait qu'on pourrait le faire. Et donc, il faut aussi élargir le scope des partenaires avec qui on travaille, en tout cas l'autoriser à le faire, de sorte à ce que on attende que ce prestataire-là vienne se positionner. Ça marche. Est-ce qu'on se fait un retour vers le futur ? Vous avez déjà vu Retour vers le futur ? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter ? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est importante, surtout pour toi, surtout pour nous et pour ceux qui regardent, de te présenter, parce que c'est vrai qu'on parle, donc on a compris que tu es expert comptable, on le notera bien, mais juste ton parcours, tout ça, qu'on comprenne un petit peu comment tu en es arrivé à une expertise. Ok, ça marche. Parcours d'enfant de chef d'entreprise, déjà. Donc, j'ai été observateur de mes parents qui sont passés du fonctionnariat pour l'un et du salariat pour l'autre à monter leur boîte. On appelle ça un enfant-preneur dans le jargon. Et ça veut dire que à 7 ans, moi j'attendais jusqu'à 19h, voire même plus, que mes parents aient fini de boucler leur journée, à jouer avec des gamelles et des bidons et à voir les clients qui venaient, la manière dont ils parlaient, les logiciels qu'on avait à l'époque. Encore, on avait un ordinateur. Et ça m'a vraiment conditionné, je pense, à ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Quand j'arrive sur le point de choisir mes études et que je dis à mon père notamment, tiens, j'ai envie de faire des études pour être chef d'entreprise. Il fait d'accord, et donc tu penses à quoi ? Je pense école de commerce, marketing, pub. Il me dit, mais de son point de vue, il me dit, t'es à côté de la plaque. Il me dit, à la limite, déjà ça n'existe pas, une école pour être chef d'entreprise. Je dis, si, il y a les écoles de commerce. Non, l'école de commerce, ça t'apprend à faire du commerce. Il m'a dit, écoute, le meilleur, selon moi, fais des études du conseiller du chef d'entreprise. Et tu verras, ça t'aidera à l'être. Ou à rester là-dedans. Je dis, ok, c'est quoi les études ? Expert comptable. Je regarde sur Internet, 8 ans d'études. Pouah. Là, mon prévisionnel de vie était pas hyper bien engagé. Je prends le pas quand même. Études à La Réunion, études en métropole, premier job à Paris et très vite une volonté de l'international. Parce que j'ai évolué avec cette ambition. C'est pas une frustration, je suis quand même un gars des îles, mais je suis conscient aussi que l'environnement est grand et les opportunités aussi. De ce fait, j'ai beaucoup axé mon développement personnel et professionnel sur les possibilités à l'international. En vous épargnant les détails, j'arrive en 2018 à Hong Kong, pour lequel j'ai passé 3 ans et demi là-bas. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout des diplômes, des études et du diplôme d'expertise comptable, où là j'étais en entreprise, dans un groupe. Je m'occupais d'aider à acheter et à vendre des boîtes partout dans le monde. Job super qui m'a permis de travailler dans 10 pays différents. Et retour au pays en fin 2021 pour travailler sur les affaires financières de notre groupe familial. Et dès que le moment était venu, c'est-à-dire il y a
il y a 2 ans maintenant, de créer Vine Expertise, qui est donc un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, qui fait aussi du conseil, qui se veut généraliste pour s'adapter au territoire, mais qui a des ambitions de spécialisation et des ambitions de conquête nationale et internationale. Pas forcément de dire qu'on aura des agences partout dans le monde, mais ça veut dire aussi, c'est plus dans les compétences qu'on est capable de faire, et que c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui, et j'en suis très content, qu'une personne qui vient nous voir avec un projet qui pourrait correspondre à quelque chose de totalement what the fuck auprès de certains de mes confrères ou consoeurs, parce que ça ne rentre pas dans leur cadran. Moi, au contraire, je vais essayer de pousser les murs et de faire rentrer ce genre de prestat parce que je sais faire, parce que je suis diplômé et je suis certifié pour l'accompagnement international, parce que mes équipes ont envie d'accompagner et parce qu'on a peut-être un petit côté nous l'a fait d'aider les entreprises à le faire. Par contre, faire de l'international, ça ne veut pas dire faire du out, c'est-à-dire pousser les gens de son territoire à aller vers l'étranger. C'est aussi de faire du in, aider les étrangers à venir sur nos territoires. Et c'est de faire du cross. Le cross, c'est de prendre un pays A et un pays B et de ce fait, de les aider à créer la connexion entre eux, notamment dans le cadre des fusions et acquisitions d'entreprises. Ouais. Okay. Voilà un peu le profil sur l'aspect technique que ça m'a donné et pour lequel moi j'ai énormément de plaisir à développer cette activité-là dans l'expertise comptable et le conseil, en parallèle du suivi, en tout cas d'un œil technique du grandissement de notre groupe familial. Et puis après, d'être investisseur et de mâcher sur le pas de gens comme vous, à ma petite échelle aussi, de participer un petit peu à cette vie économique et puis d'investir. On va essayer. C'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi pas mal parce que nous, on a de plus en plus de personnes là, qu'on accompagne où tu commences à avoir ce schéma-là. Il y a une entreprise en Belgique, une entreprise en France. Là, je commence à avoir des gens aussi qui ont une entreprise à Dubaï, une en France, et qui essaient de réfléchir à comment on peut investir là-bas, ici, comment faire le lien entre les deux. Donc, c'est un jour, on délocalise-toi à Dubaï, on t'appelle, quoi. Ouais. En Belgique, tu m'appelles pas. Ça marche. Je crois que Charlie doit bouger là. Tu as un rendez-vous très urgent. C'est ça. Et je pense qu'il y aura sûrement un deuxième épisode de Benjamin ensemble. Grand plaisir. Donc, merci beaucoup. C'était génial. Merci à vous deux aussi. Et bravo pour ce que vous faites, pour votre projet qui se développe vite et fort. Je pense que c'est une belle représentation. Je pense que tout est dit dans le titre. Hein. On voit la thématique, mais on voit qu'on veut le faire d'une manière intelligente, smart. Donc, merci pour cet échange. On espère que tu seras là pour les différentes générations, maintenant que tu as vu le début du montage. Je ne bouge pas. J'ai un rocking chair pour ça. Je serai là pour vous et pour mes clients. Merci. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.